présentation des opportunités agricoles et des différentes filières agricoles productives et rentables au Mali. Les intervenants, Moussa Adama Guindo, chef de cabinet du ministre du Développement rural du Mali, qui va intervenir sur les opportunités d'investissement productif diaspora dans les secteurs agricoles du Mali. Monsieur Moussa. Bonjour tout le monde. Et moi, c'est Dr Aloubari, du ministère des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine. Mais de spécialité, j'ai un PhD en transformation alimentaire et en nutrition. C'est ça mon dada, c'est ça que j'ai appris et c'est ça que je technique tous les jours. Et je suis professeur chargé des cours de transformation alimentaire à la faculté des sciences et techniques. Je continue à donner mes cours. J'ai à peu près 8 heures par semaine. Je suis en charge de la transformation alimentaire au Mali. Actuellement, je suis le coordinateur du projet co-développement. Le co-développement, ce n'est que la mobilisation des compétences techniques et financières de la diaspora pour le développement local. Un service quand même qui est rattaché directement au ministère des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine. Quand on me donne le sujet filière porteuse, pour parler quand même des filières porteuses dans le domaine agricole, devant le ministère du Développement rural et surtout devant le père de la loi d'orientation agricole, il faut avoir le courage et l'audace pour pouvoir quand même communiquer sur ces sujets-là devant ses émérites. Mais avec le courage, il n'y a pas d'impossible. Donc, je vais prendre le courage de vous entretenir sur les guides des filières porteuses quand même dans le domaine agricole au Mali. Pourquoi le ministère des Maliens de l'extérieur va parler des filières porteuses? Tout ça, c'est pour quand même conforter la diaspora. La diaspora, vous êtes engagés, vous avez beaucoup fait au Mali dans le domaine de l'investissement, dans le domaine social, dans le domaine de la sécurité alimentaire, dans le développement local tout court. Mais on a vu, comme je disais à l'entame de mes propos, on a vu que vous envoyez plus de 538 milliards en liquidité au Mali. Mais très malheureusement, tout est dans l'alimentaire, tout est dans le social, tout est dans d'autres domaines, mais pas dans l'investissement productif. Le ministère a jugé nécessaire dans ce cas, sous la bénédiction quand même de la coopération Sud-Sud. La coopération Sud-Sud, ce n'est que gérer la migration entre les pays du Sud, à travers le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Mali. Et c'est sous cette impulsion-là qu'on a élaboré des guides. Et des guides dans le domaine dans le domaine agricole, des filières porteuses. Voilà. Donc, et continuez. Diapo. Voilà. Donc, je pense que, je disais, ces guides-là ont été élaborés grâce au financement de la coopération Sud-Sud à travers le fonds fiduciaire le fonds fiduciaire de l'Union européenne de financer ces filières agricoles. Au Mali, il y a deux choses. Soit je vais terminer par ce mot, soit je commence par ce mot. Le meilleur pain est toujours le pain de chez nous. Le meilleur pain est le pain de chez nous. Je pense que le gouvernement actuel a compris. Made in Mali by Mylan. Fabriqué au Mali par des Maliens. Et le boubou que je porte, c'est quand même un look du Premier ministre aujourd'hui. Le Mali, il faut qu'on puisse consommer Made in Mali.
Et c'est ça la création d'emplois. Et c'est ça la chaîne de valeur. Et il faut que chacun comprenne ça. Et malheureusement, jusqu'à présent, on n'a pas compris. Créer l'emploi, ce n'est qu'autre chose, produire, transformer et puis vendre. Produire, transformer et puis vendre. C'est ça la chaîne de valeur. C'est ça la création d'emplois. C'est ça la valeur ajoutée. Et je pense que, Diapo, s'il vous plaît, pense que si on veut parler de ça, tout est nécessaire, tout est indispensable aujourd'hui au Mali. Le chef de cabinet a parlé tantôt du riz. Dans le domaine de l'importation, il a double casquette. Il a travaillé toute sa vie au ministère du Commerce. Dans l'importation du riz, on investit chaque année à peu près 37 milliards. 37 milliards le Mali investit dans le riz. Ça, c'est inimaginable. On a plus d'1 200 000 km² et il vient de nous dire il y a moins de 200 000 hectares qui sont aménagés. On a l'eau. Et il y a un système, mes dévanciers sont là, il y a un système gravitaire qui est là. Qu'est-ce qu'on a fait? On a mis le barrage de Sansandeng, on a pu retenir l'eau sur 5,5 mètres. On ouvre les vannes et on peut drainer 1 million d'hectares sans pomper, sans mettre de l'électricité, sans mettre de machines. Mais c'est inimaginable comme système. Dieu donne. Dieu a donné vraiment ce barrage-là au Mali et ce barrage doit être la nourricière pour notre pays. Il y a tout. L'eau, il y a la terre, il y a l'énergie, il y a la jeunesse. Qu'est-ce qu'on veut encore? Il ne reste plus qu'à agir. On a parlé. Mais maintenant, parler là, ça c'est fini là. Il faut agir. Et tout de suite. Il ne faut pas attendre demain. Ça c'est extrêmement important. Diapo pense que l'office, le développement rural, l'office, le secret est là. Il y a le riz, il y a l'élevage, il y a les fruits, il y a les légumes, il y a la pisciculture, il y a la canne à sucre. Alors, qu'est-ce qu'on veut? La sécurité alimentaire. On a les protéines, on a les vitamines, on a l'énergie. Qu'est-ce qu'on veut plus que ça? Je pense que vraiment, ça c'est un bijou, une opportunité, et cette opportunité doit être saisie, et just now, et tout de suite, et tout de suite, et tout de suite. L'infatigable diaspora, vous avez beaucoup travaillé. Vous avez beaucoup travaillé, mais vous avez beaucoup de sous qui dorment dans les caisses. Je suis de la diaspora. Fait 12 ans ici. Je sais, il y a des communautés qui ont plus de 100 millions dans leur compte pour des choses que je ne vais pas dire ici, mais il y a des communautés qui ont de l'argent. Mais il est temps de ne pas laisser ces centaines de millions dormir dans les caisses. Il est temps de prendre ces centaines de millions et mettre dans la production. Et l'office vous attend. C'est une opportunité à saisir. Vous allez dire, ah non, il y a le vol. Ah, il y a l'arnaque. Ah, j'ai été. Ah, non, chaque difficulté doit être une opportunité. C'est pas parce que j'ai échoué 1000 fois que je ne vais pas gagner 1001e fois. Jordan, pourquoi il est l'un des meilleurs basketteurs? Il a été l'un des meilleurs basketteurs de tous les temps. Il a raté plus de 9000 tirs. Mais pourtant, il est le meilleur joueur du monde. Pense que le basket du monde, pense que l'échec doit être plutôt une opportunité. Ce que je donne comme conseil à ce niveau-là, le développement est venu vous conforter. Je pense qu'on est en train de faire quand même le développement local avec vous. C'est extrêmement important. Soyez assurés qu'au moins le gouvernement peut être la garantie pour que vous puissiez intervenir et investir. Et c'est ça qu'on est en train de faire, petit à petit. Sinon, on vous a envoyé des maisons ici, des photos, que votre maison est terminée, finie. L'argent a été bouffé.
Mais maintenant, ce qu'on donne, il ne faut pas être ambivalent. Quand tu veux être investisseur, il faut être investisseur. Il faut maîtriser le bout, la traçabilité de bout en bout. Ne donne pas l'argent à papa, il va bouffer. Donne à maman, il va bouffer. Donne à tes amis, l'amitié sera gâtée. Donne à tes frères, la fraternité sera cassée. Donne à n'importe qui au Mali, les gens vont bouffer l'argent. Donc maintenant, si vous voulez investir, c'est vous-même qui devez vraiment vous impliquer. Ça, c'est extrêmement important. C'est une leçon quand même que je vous donne en tant que diaspora aussi. Je suis de la diaspora parce que j'ai perdu mes meilleures amitiés étant ici aussi. Donc, je pense que c'est le cas de tout le monde. Je vais investir. Venez au Mali. Investissez. Prenez vos congés. Si vous devez faire 2 briques, faites les 2 briques. Si vous devez faire 1 hectare, venez vous-même faire l'hectare. Et c'est ça le résultat. Au moins, tu peux maîtriser cette partie. Ça, c'est extrêmement important. Donc, je pense que le riz est un produit stratégique. On a besoin, si on met plus de 30 milliards dans ça, ça veut dire que chacun peut aller produire. Et surtout, au Mali, il y a eu des initiatives dans ce sens. L'initiative riz, on a fait amener les NERICA en marge même de l'Office du Niger. Il y a les opérations riz, il y a les riz le riz dans le domaine quand même, le NERICA qui est là. Donc, je pense qu'il y a des opportunités. Ça, vraiment, c'est des opportunités sous le contrôle du développement rural. Je pense que quand je sors du riz, je vais, peut-être l'investissement, comme il a parlé du bail, comme il a parlé de l'aménagement, tout ça, ça peut être des difficultés. Mais le maïs, c'est une opportunité. Peut-être j'ai 2 ou 3 exemples ici. Sous mon éclairage, ils m'ont écouté. Ici, on ne peut pas acheter 10 mètres carrés sous le contrôle de Madame le maire. 10 mètres carrés, si tu veux acheter aux Champs-Élysées, ça fait quand même des milliards. Mais quand tu veux venir chez toi au village, tu veux 50 hectares, tu peux vraiment aménager 50 hectares, on te dit prends 50 hectares. Je connais 3 cas qui sont là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été au village, ils ont pris à peu près une 20aine d'hectares. Et ils ont mis le maïs. L'idée, c'est quoi? Ils ont fait le maïs 20 hectares. Aménagement, ça ne va pas dépasser 5 millions. Tu amènes quand même une machine, va gratter toute la journée. Ça fait à peu près 350 000 francs le jour. Et tu peux vraiment déchoucher si tu ne veux pas passer par les paysans au village. Donc, il a fait 20 hectares de maïs. Son idée, c'est quoi? Au bout du rouleau, il veut faire l'aviculture. Lui-même, il fait l'aliment volaille. Et après, il veut faire l'aviculture. Il veut maîtriser l'alimentation de ce qu'il veut faire. Et au bout du rouleau, quelqu'un qui a 20 hectares, mettre l'aviculture, est-ce qu'il va travailler ici encore? Il va venir en vacances, se soigner pour son contrôle. Donc, je pense que il est temps, au lieu d'aller dans l'immobilier toute la vie, j'ai ma villa inhabitée, j'ai des villas inhabitées, j'ai des villas qui ne vont jamais, il n'y aura jamais l'amortissement, mais une villa, quand tu vas mettre dans la terre, ça va te faire des villas. Donc, il faut qu'on comprenne. Mais il est temps, Comé, c'est pas parce que Comé a fait une villa, Aloubari va faire une villa. Comé a fait une villa, moi je vais faire une ferme, et à partir des fermes, j'aurai quand même des villas. Donc, je pense qu'il est temps de changer un peu le mental. L'immobilisme ne sert à rien pratiquement. Toi, tu es en France, tu fais des villas au Mali. Ça va servir quoi? La notion d'amortissement n'existe pas. Tu vas mettre 40 millions et tu ne vas jamais amortir. Donc, je pense que essayons d'aller quand même à la terre. On a toujours dit que la terre ne ment pas. Le maïs est un produit stratégique. Le coton, sous le contrôle toujours du développement rural. Le coton, regarde, quand tu vas te porter comme ça, toi-même tu te sens bien. Parce que c'est made in Mali. Voilà. Mais c'est made in Mali. Parce qu'au moins tu as fait de la valeur ajoutée quelque part. Tu as servi à quelqu'un. Tu as donné l'emploi à quelqu'un. Tu as donné quand même la sécurité alimentaire à quelqu'un. Mais le coton, on produit le coton et tout est exporté. Il n'y a pas la transformation locale. Rien. Zéro. Je pense que dans ce domaine-là,
on peut non seulement essayer de faire quand même la transformation et la valeur ajoutée va rester et il y aura la chaîne de valeur. Le coton, que beaucoup ne savent pas, le coton, c'est l'aliment bétail par excellence parce que c'est des oléagineux, c'est très riche en énergie, ça joue un rôle extrêmement important dans l'alimentation. Donc, quand on dit quand même aliment bétail, la base principale, c'est les graines et ça donne l'huile aussi. L'huile de coton, c'est, à part le gossipol, et en tant que spécialiste, à part le gossipol qui est souvent là, c'est une huile, quand même une très bonne huile qui est bonne pour l'alimentation. Mais là, tout ça, on ne fait pas de transformation. Dans ce domaine aussi, vous pouvez aller dans l'agroalimentaire et c'est ça aussi la valeur ajoutée. Quand on quitte le coton, le karité, Dieu a donné 2 arbres magiques au Mali. Le karité et le manguier. Le Mangifera indica. Le manguier, quand même, c'est un produit stratégique qui est là. Ça pousse un arbre tropical et vraiment, le Mali a l'une des meilleures mangues. Mais jusqu'à présent, on préfère boire les jus de l'Égypte. On préfère boire les jus de mangue du Maghreb. On préfère boire les jus de mangue de l'Espagne concentrés. Ils viennent prendre la mangue, ils amènent, ils vont faire la concentrée, ils nous renvoient. Nous prenons le concentré, on met de l'eau encore, on rajoute du sucre, on rajoute de la vitamine C synthétique pour vraiment rendre notre population malade. On donne que sucré. Or, les manguiers sont là à notre côté. Mais malheureusement, on n'arrive pas à investir dans ce arbre magique, la mangue. Le beurre de karité, c'est encore pire. Je ne vais pas prononcer le nom d'un pays ici. Quand tu es derrière et avant-derrière dans la classe, il ne faut jamais accepter que vraiment le derrière te dépasse. Malheureusement, c'est la triste réalité. On vient prendre nos noix, amener dans nos pays voisins, faire du beurre de karité. Et nous allons acheter ces beurres de karité, amener chez nous et dire que c'est du beurre de karité. Or, c'est le beurre de karité made in Mali. La matière première, ça vient de chez nous. Mais je ne dis pas, ça, ce n'est pas question de moyens. Donc, je pense que ça, c'est une question peut-être de vision. Le beurre de karité, c'est un produit stratégique. Les femmes ne diront pas le contraire. Si tu veux rajeunir, tu ne peux pas trouver un produit aussi magique que le beurre de karité. C'est anti-rides, c'est le massage. Quand même, bon, c'est vraiment des produits extraordinaires. Dans l'alimentation hypocholestéromique. Donc, je pense que il est temps de valoriser ces produits le Mali est pratiquement le 2e producteur après le Nigeria du monde. 2e producteur mondial de beurre de karité au monde. On a plus de karité plus que n'importe quel pays. Donc, ça, c'est un produit stratégique qu'on peut développer et vous n'aurez pas à envier à Oréal et à d'autres firmes parce que c'est un produit made in Mali et la valeur ajoutée et c'est ça le développement. Quand on sort du beurre de karité, on vient à l'élevage. L'élevage, si je veux parler de l'élevage, c'est des larmes. C'est des larmes. On est premier producteur UMOA, 2e producteur CEDEAO. C'est inimaginable, c'est inacceptable que la viande soit moins chère chez nos voisins plus que nous. Or, c'est nos troupeaux qui sont chez nos voisins. Parce qu'on n'a pas de fourrage, on n'a pas de pisse, on n'a pas d'abreuvoir, on n'a pas d'intrants, on n'a pas d'aliments bétail, mais notre jargon, sous le contrôle du chef de cabinet, tu vas trouver le peul là où l'herbe est verte. Là où l'herbe est verte, le peul va amener son troupeau. Mais quand il y a eu le problème de viande tout de suite au Mali, hausse de viande, mais il y a certes la guerre. Tous nos troupeaux sont partis dans nos pays voisins. Et ces pays voisins ont mis des conditions d'alimentation quand même moins chères que chez nous. Mais moi, j'ai un coût de production dans un pays. Les troupeaux viennent du Mali. Mais mes troupeaux vont rester là-bas. Donc, et ils ne vont plus retourner.
ils vont rester là-bas, ils vont vendre la viande moins chère, ils vont produire plus. Maintenant, nous, on a déficit chez nous et on a des problèmes. Donc, on n'arrive pas à faire cette valeur ajoutée chez nous. On doit quand même créer ces conditions et quand même pour garder nos troupeaux. C'est extrêmement important. Je sais que le ministère du Développement rural a déjà pris des actions dans ce sens-là, mais il faut renforcer davantage pour que ça puisse rester. Le lait. Le lait. Tu ne peux pas avoir le plus grand troupeau et ne pas pouvoir avoir le lait. Nous, les Peuls, on veut avoir, j'ai 1000 têtes. Tu as 1000 têtes, tu ne peux pas boire du lait. Or, tu peux avoir 2 laitières. Nous, nos vaches ne dépassent pas les 4 litres, mais les laitières, ici, quand on va à la Normadienne, quand on dit le bébé hollandais, les vaches donnent jusqu'à 40 litres de lait. Vaches ne dépassent pas 4 litres. Mais fort heureusement, il y a quelques centres d'insémination qu'on est en train de mettre en route pour essayer d'améliorer, d'augmenter la quantité de lait. Selon les données de la FAO, on doit boire à peu près 60 litres de lait par an. Mais au Mali, nous sommes à 12 litres de lait par an. Dans les pays développés, vous êtes à 80-90 litres par an. On met, sous le contrôle toujours du ministère du Commerce, on met à peu près 20 milliards dans l'importation du lait. C'est scandaleux. Tu as le plus grand nombre de troupeaux, tu n'as pas de lait. Donc, je pense que dans ce domaine, vous pouvez investir, vous pouvez améliorer la race, parce que vous êtes là, vous pouvez essayer quand même d'améliorer les laitières. Et pas seulement les laitières, même la viande aussi, parce que les charolais, nous, un charolais peut peser plus d'1 tonne, mais nous, nos carcasses ne dépassent pas les 250 tonnes, les 250 kilos, les 300 kilos. On a le troupeau, mais malheureusement squelettique, et ça fait mal. Donc, je pense que ça, c'est extrêmement important. Vous avez un rôle à jouer. Au lieu de laisser les sous dormir dans vos caisses, essayez de venir investir en groupe sous quand même une gestion mieux contrôlée vers la population malienne. Donc, ça, c'est le lait et la viande. En dehors de ça, au nord, la tannerie, nos souliers, c'est des pierres carrées, c'est made in Italie, mais les peaux viennent du Mali. Dans ce domaine aussi, il y a vraiment un manque. On n'arrive pas à faire la tannerie comme il faut. Donc, tous les sous-produits de la viande, les produits carnés sont quand même de la valeur ajoutée, sont des filières qui peuvent porter et qui ne sont pas développées. C'est extrêmement important. On ne peut pas ne pas parler du poisson. Il a parlé. On n'a pas moins de 3000 kilomètres d'eau. Mais malheureusement, on n'a pas de poisson chez nous. À peu près 9 milliards, vous avez vu, 9 milliards sont mis dans l'importation du poisson. C'est scandaleux. Au moment, il vient du pays de Gon, où il y avait la route de poisson. Et maintenant, je ne sais pas s'il y a encore cette route de poisson, non seulement avec les sécurités, mais avec la qualité de l'eau. On a mis des cyanures dans nos eaux. Toute l'eau du Mali, pratiquement, est dénaturée, est dénaturée avec la cyanure, avec les dragages, avec le sable. Vraiment, c'est des problèmes qui sont là. Parce que les gens sont en train d'exploiter l'or et l'or qui nous sert pratiquement pas. On est en train de détruire nos fleuves et nos nappes phréatiques par l'exploitation aurifère qui pose problème et qui a tué pratiquement tous nos poissons. Je pense que ça, ça doit nous interpeller. On doit développer, dans ce cas, la pisciculture. La pisciculture aussi a des problèmes. On a très peu d'écloseries. On n'arrive pas à avoir quand même, et on veut faire, mais malheureusement, il y a très peu d'écloseries. Là aussi, on peut développer pour quand même le bonheur de nos populations. Le poisson, quand même, est une base alimentaire, un fondement, c'est une bonne protéine et c'est nécessaire quand même de développer le poisson avec de l'eau. Essayons vraiment de développer les piscicultures qui est vraiment indispensable.
Je ne peux pas ne pas parler d'une alimentation de base, le mil et le sorgho. Nous, à l'enfance, il y avait les biscuits Dogon. Biscuits Dogon, beaucoup ne savent pas, nous, on est peut-être plus jeunes, mais biscuits Dogon, pratiquement la production venait du pays de Dogon, parce que c'était le mil et le sorgho produit dans ces contrées-là. Mais pratiquement, tu vas courir tout Bamako, tu ne verras plus de biscuits Dogon. Il y a non seulement l'insécurité, mais également, il y a le changement climatique. Tout ça, vraiment, ça crée des problèmes. Donc, je pense que vraiment, à ce niveau, on doit essayer de valoriser ça aussi, parce que c'est une alimentation de base. Moi, je trouve que quelqu'un qui a fait l'Europe aujourd'hui, quand nous devons faire une invitation à Bamako, l'invitation, c'est sur le taux. Voilà, parce que tu ne vas pas continuer à prendre des frites, tu ne vas pas continuer à prendre des grillades, mais je pense qu'une des meilleures alimentations aujourd'hui, c'est le taux gonguerema. Donc, je pense que vraiment, on a besoin de ça. C'est extrêmement important de développer, vraiment de voir comment développer vraiment le mil et le sorgho, qui est une alimentation de base et qui est essentielle. Nous sommes tous en train de prendre de volume, et le volume n'est autre chose que la malbouffe. J'ai dit souvent dans mes réunions, dans mes ateliers, j'ai dit ceux qui ont les moyens mangent plus mal que les pauvres. Les gens ne comprennent pas. Parce que les maladies de civilisation se sont installées. L'hypertension, le diabète, les maladies cardiovasculaires, le cancer, l'ostéoporose. Vraiment, c'est des réalités qui sont là dans toutes nos familles. Et ce n'est qu'autre chose que la malbouffe. On ne peut pas parler de filière sans parler de bien manger, comme l'a dit Madame le maire aussi. Donc, je pense qu'il faut que les gens puissent connaître vraiment les valeurs nutritionnelles et surtout, made in Mali, consommer malien. Donc, quand je sors de ça, je vais finir par quand même les légumes. La plus grande pourvoyeuse de l'échalote, c'était le pays d'Ogon. Mais avec l'insécurité, le changement climatique, il y a des problèmes. Mais l'Office du Niger est une opportunité. L'échalote, on peut le faire. Ça peut donner, ça donne vraiment de bons rendements et on ne peut pas se passer aujourd'hui sans de l'échalote. Le piment est un produit stratégique. Mais le piment, quand essayez de demander quand même à Baramso, il va dire quel rôle le piment joue vraiment dans ses recettes. Donc, le piment, c'est aussi un produit très, très, très bien. Il y a un autre produit, deux produits qui sont en train d'émerger et qu'on ne doit pas oublier, le sésame et l'anacardium occidentalis, l'anacardier, pomme d'acajou, qu'on dit. Bon, ces deux produits aussi sont en train vraiment d'émerger. C'est des produits énergétiques. On ne peut pas aller au McDonald's sans prendre vraiment du sésame. Le sésame aussi est un produit extrêmement important et les structures se mettent de plus en plus. Ils sont d'ailleurs sous le contrôle de M. Diarra. Ils sont en train d'organiser la filière. Ils sont en train de mettre la filière sésame, qui est une opportunité, et on peut mettre beaucoup de choses dans le sésame aussi. Dans l'anacardium, il y a des projets qui existent déjà au ministère du Développement rural dans ce domaine-là, et ils sont basés quand même à Bruni, et on peut se servir parce que l'anacardium, c'est un produit très, très, très hypocholestéromique et c'est bon pour la santé. Je pense que vraiment, l'anacardium est un produit aussi extrêmement important. Je pense que quand on dit filière porteuse, il y a d'autres filières, mais spécifiquement filière porteuse agricole. Donc, on va rester dans ce cadre-là. Donc, je pense que je peux parler pratiquement toute la journée et tous les produits sont importants. Je dis, monsieur le chef de cabinet, le meilleur pain, c'est le pain de chez nous. Voilà. Il faut que les gens comprennent ça. Le meilleur pain, c'est le pain de chez nous. Si vous voulez qu'on développe notre pays ensemble, il faut qu'on puisse vraiment aimer ce que nous produisons. Il faut que nous puissions valoriser ce que nous produisons pour le bonheur de nos populations. Je vous remercie. Bien, on me demande de parler des investissements en matière de filières porteuses. Et il l'a déjà dit, hein, les investissements au Mali actuellement dans les filières porteuses doivent passer nécessairement, enfin, une bonne partie,
par les organisations paysannes elles-mêmes. Aujourd'hui, ce sont les interprofessions, les organisations interprofessionnelles, mangue, riz, maïs, viande, etc., qui sont en train de s'organiser pour drainer l'investissement à leur niveau et afin de développer chaque organisation en ce qui la concerne, sa filière. Mais je vais vous donner quelques exemples seulement. Je prends le karité. Vous savez, le Mali avait été élu à l'AGOA. L'AGOA, c'était un moyen, enfin, entre les États-Unis et les pays africains, c'était des facilités données, accordées aux Africains pour exporter certains produits. Et une personne, enfin, il y avait un opérateur qui s'était investi dans le karité, dans le beurre de karité, mais ils ont envoyé aux États-Unis, arrivé, n'est-ce pas, là-bas, ils ont pris les conteneurs. On a trouvé que tout le beurre de karité avait fondu et il y avait un produit qui était là-dedans et qui était, enfin, jugé nocif. Ils ont détruit le tout. Or, l'exportation se faisait sans frais pour nous. C'était des facilités. Et d'ailleurs, cette année, je pense qu'en 2022, le Mali doit être exclu parce qu'il n'y a pas beaucoup d'investissement en la matière. Il y avait aussi un projet, il continue d'exister, c'est le cadre intégré, LUMOSI, logé au ministère du Commerce et de l'Industrie, qui s'est occupé de certaines filières porteuses, notamment la mangue dont il a parlé. Et vous savez, les mangues maliennes sont exportées même ici, n'est-ce pas? Et cette filière est en train vraiment de s'agrandir et le cadre intégré, LUMOSI, travaille pour cela. Il y a aussi une autre filière qui est ancienne, mais qui est en train de perdre du poids, c'est l'échalote en Pays Dogon. C'était les projets initiés par le GIZ. Le GIZ avait installé beaucoup de petits barrages au niveau du Pays Dogon. Et avec l'insécurité, comme il a dit, les investissements sont arrêtés, il y a très peu de barrages et ces barrages sont mal entretenus et il est en train de perdre, n'est-ce pas, de son poids à cause de l'insécurité. Bon, à l'Office du Niger, il y a chaque année, des demandes d'installation, d'organisation au niveau de certains périmètres. J'avais parlé tout de suite des types d'investissements, enfin des types de contrats, le contrat simple, le permis et puis le bail. L'Office permet aujourd'hui aux groupes d'organisations qui sont branchés sur chacun leur filière, par exemple l'échalote, la tomate, la pomme de terre, de s'installer en accordant des facilités pour leur investissement. Et ils reçoivent chaque année au moins 100 à 200 demandes et ils arrivent à les satisfaire et les petits groupes sont en train de s'installer. Nous invitons donc la diaspora à venir à l'Office du Niger pour s'investir dans ces domaines. Parce que l'Office du Niger, les gens pensent que c'est uniquement le riz. Au départ, d'ailleurs, l'Office du Niger, c'était le coton et les riz. Le coton a été abandonné seulement en 70-71 pour garder les riz. Et l'Office du Niger s'occupait non seulement de la production, du transport et de la commercialisation. Ensuite, on a enlevé le transport puis la commercialisation et l'Office ne fait que la production. Et l'État est en train de se désengager pour laisser la place aux investisseurs privés que vous êtes ici au niveau de la diaspora. Donc, en matière d'investissement, je ne pourrais rien dire de plus que ce que lui a dit. C'est que il y a les filières porteuses naturelles, ordinaires qu'on connaît, et il y a les filières porteuses stratégiques, hein, comme le coton, comme le riz, comme le bétail. Le bétail dont il a parlé si généreusement, la fuite du bétail sur pied à travers nos frontières. Parce que vous savez, nous sommes en Afrique de l'Ouest et la libre circulation des biens et des personnes est de rigueur. Nous ne pouvons pas empêcher notre bétail de sortir.
Il a dit, nous n'avons pas vous dites, nous n'avons pas investi suffisamment dans les moyens de garder notre bétail du point de vue alimentation. C'est parce qu'encore vous dites, les gens donnent plus de moyens pour recevoir les animaux, les nourrir et les vendre moins cher que chez nous. Mais chez nous, actuellement, il y a 2 mois, on est en train d'initier une herbe que l'on appelle l'herbe géante. L'herbe géante, ça vient des États-Unis. On est en train d'expérimenter et pouvoir faire du fourrage, exactement comme ici. Cultiver l'herbe, stocker et nourrir les animaux. Et la filière viande bétail, dirigée par M. Ba, que vous connaissez, vient d'obtenir près de 750, je crois, M. Daoud, 750 hectares à l'Office du Niger pour cultiver de l'herbe, stocker et nourrir le bétail. Donc, on est en train de faire. Et j'invite les investisseurs de la diaspora ici. Ne rigolez pas, hein. On prend la terre, on cultive l'herbe, le fourrage, exactement comme les riz. Et c'est porteur. Parce que si on le fait, on conserve nos animaux, on les empêche de sortir. Et du coup, on les engraisse et puis il y a la viande qui reste au Mali. Voilà, je ne pourrais pas dire beaucoup plus parce que vous avez touché à tout, hein, l'huile de sésame, etc., etc. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, je voulais surtout rebondir sur l'intervention de Dr Barry et du chef de cabinet, M. Guindo, et aussi évoquer quelques éléments qui reviennent en boucle lors de nos forums. Vous savez, les forums, ça fait bientôt, voilà, donc 2013 qu'on a commencé ces forums-là. Chaque forum, on formule des recommandations. Et il y a des recommandations qui reviennent. Vous avez évoqué quelque chose dans votre intervention qui concerne surtout l'Office du Niger. Vraiment, qui est très, très propice pour l'investissement de la diaspora. Mais le constat est que vraiment, on a un frein qui est là, parce que, vous savez, donc, l'Office du Niger, vous le connaissez bien que moi, ça nécessite vraiment des investissements lourds. Et surtout quand on n'a pas des terres déjà aménagées. S'il faut l'aménager soi-même, je parle sous votre contrôle, donc il faut entre 3 et 4 millions, et donc c'est pas donné quand on commence un investissement au Mali. Donc c'est pas tout facile. C'est pourquoi l'INAGRIM a fait beaucoup de recommandations dans ce sens-là. Chaque fois qu'on a fait un forum, on a eu à faire des recommandations pour que l'État malien puisse vraiment réserver des quotas. Et ça, c'est des recommandations que je suis en train de formuler et reformuler encore, pour que l'État malien puisse vraiment réserver des quotas de terres déjà aménagées à la diaspora. Vraiment, ça va booster l'investissement. On a beaucoup d'expérience là-dessus. On a fait beaucoup de demandes. Vous le savez. Je remercie par l'occasion même le ministre du Développement rural en compagnie de vous-même et de M. Diarra qui m'avait accordé une audience de plus de 45 minutes. Donc, on a eu à échanger là-dessus. Donc, concernant l'Office du Niger. Donc, après tous ces échanges-là, après toutes ces recommandations-là, bien entendu, donc on a fait des appels, des demandes, donc on a reçu des réponses, mais donc des terres qui n'étaient pas aménagées. Je sais que notre dossier est en cours, mais je tiens vraiment à soulever ces problèmes-là parce que nous, on parle aussi au nom de toute la diaspora. Nous voudrons vraiment que les Maliens essayent vraiment de faciliter l'accès aux terres aménagées. Ça, c'est un point. Donc, concernant maintenant l'INAGRIM même, c'est toujours des recommandations. Lors du forum, le dernier forum, je pense que c'est en 2018, 2019, votre collègue, qui était accompagné de son ministre, donc lui-même, compte tenu de ce que l'INAGRIM fait pour le secteur agricole malien, puisque tout ce que nous faisons, c'est pour vraiment
faire vendre le Mali du secteur agricole pour vraiment faire connaître ce secteur-là à la diaspora et aux potentiels investisseurs. Donc, il y a une recommandation qui a été formulée et je reformule cette recommandation parce que c'est le chef de cabinet même du ministre de l'Agriculture qui l'avait proposé d'institutionnaliser le forum Inagrim, afin que l'État puisse vraiment s'impliquer dans l'organisation et qu'on puisse non seulement tenir ces forums-là ici en France, mais aussi qu'on puisse tenir au Mali. Cela va nous permettre, nous, j'espère que la fois prochaine, on pourra le faire au Mali avec notre partenaire qui est la mairie de Monté qui nous accompagne à tout moment. On aimerait bien nous déplacer pour aller au Mali, donc parler de la diaspora et donc et voir comment cette diaspora-là peut aussi intervenir plus et vraiment participer à certains investissements qui sont sur place là-bas, puisque il faut se dire aussi, il y en a qui ne sont pas prêts à abandonner leur boulot pour aller s'installer au Mali, mais s'ils ont des sous et qu'ils veulent investir, donc il y a un problème de garantie qui est là, c'est-à-dire on craint d'être fouillé, on donne notre sous, nos fonds, et après donc ça va, mais c'est à l'État aussi de labelliser certaines entreprises et de dire à cette diaspora-là, investissez dans telle entreprise, on vous garantit au moins le sous que vous vous donnez. Si jamais il y a un problème, vous aurez au moins les fonds que vous avez engagés. Donc ça c'est un élément. Donc il y a aussi une dernière chose, c'est une recommandation aussi que je formule donc pour que vous transmettez au ministre. Nous demandons, et c'est pas la première fois aussi, que l'Inagrim soit reconnu comme une association d'utilité publique. Merci beaucoup. Monsieur Komé, voici votre demande que vous avez adressée au ministre. Vous avez demandé invitation, sollicitation pour parrainage du forum 2021 et nous sollicitons 100 hectares. 100 hectares à l'Office du Niger. Nous avons fait une visioconférence, vous et le ministre, moi et puis Daouda. N'est-ce pas? On a parlé, vous l'avez dit tantôt, 45 minutes. Le ministre vous a dit en personne que votre dossier sera étudié et c'est en cours d'étude. Mais ce que j'aimerais vous dire, moi je souhaite qu'une délégation de l'Inagrim arrive à Ségou, pas à Bamako, à Ségou, où il y a l'Office du Niger. Le PDG, qui est l'ancien ministre chargé du commerce et de l'industrie, qui connaît bien ces problèmes agricoles aussi, d'une part. Et vous puissiez discuter des conditions d'accès à ces 100 hectares aménagés. Tout comme il l'a fait avec l'organisation chargée de la filière viande, à laquelle nous venons de donner 750 hectares. C'est bien ça, monsieur, si je me trompe, 750 hectares. Mais il y a des conditions, il y a des protocoles et il y a des cahiers de charges. Il faut que vous soyez là-bas pour discuter. En ce moment, vous dites que vous voulez sécuriser vos biens. Vous restez ici, en France, vous prenez l'argent, vous allez investir et vous n'envoyez personne pour suivre. Ou vous ne mettez pas une structure pour gérer ça, ça ne marchera pas. Ça ne peut pas marcher. Vous devrez prendre vos sous, vous organiser à l'intérieur, en tout cas, trouver la structure nécessaire. On vous donne ça. Par exemple, vous avez demandé 100 hectares à l'Office du Niger. C'est pour faire de la riziculture. Mais si vous restez ici, vous envoyez l'argent aux parents qui sont là-bas. Nous sommes pauvres là-bas, hein, on n'a pas les moyens. Vous envoyez l'argent à ces gens, ils grignotent quelques sous par là, en matière d'intrants, en matière d'eau, des redevances, ils refusent de payer la redevance, mais ça ne marchera pas. Il faut que vous envoyez une ou deux personnes s'installer avec une structure là-bas pour gérer les fonds que vous investissez. Sinon, ça ne marchera pas. Ça, il faut qu'on se le dise. Sinon, j'ai parlé avec le président de l'office, le PDG de l'Office du Niger, directement concernant votre cas. Il est prêt à vous recevoir pour discuter avec vous sur les modalités d'obtention de ces 100 hectares. Voilà, on est d'accord? Maintenant, faire du FASAM une institution, c'est-à-dire chaque année le faire et que nous, on va l'analyser. Moi, je l'ai vu dans le dernier discours de notre département.
Troisième recommandation, faire de l'INAGRIM une association d'utilité publique. Mais envoyez quelqu'un au ministère de l'administration territoriale, vous en faites la demande avec un dossier. Celui qui va aller pour l'Office du Niger doit venir avec tous les dossiers et les déposer au ministère de l'administration territoriale contre récépissé et vous octroyant le titre d'association à utilité publique. Et ça, c'est vous, c'est des démarches administratives, ce n'est pas nous. Vous savez, le ministère aujourd'hui fait impliquer les gens pour produire. Notre rôle, c'est de conseiller. Techniquement, on a des conseillers techniquement, des services techniques, des directions techniques pour aider la population à s'investir dans l'agriculture. Nous sommes là pour ça, nous sommes dédiés à ça. C'est le travail intellectuel. Mais être présent, c'est vous-même, c'est l'investisseur, c'est les paysans, ce sont les organisations paysannes, ce sont les interprofessions qui doivent être sur le terrain. L'État se engage dans de la production petit à petit. Je vous remercie. Je ne serai pas long, c'est juste pour évoquer quelques points. Bon, on a entendu beaucoup de choses, de bons, de critiques, c'est très bon. Mais il faut que nous-mêmes, nous puissions faire le choix de nos démarches. Faire le choix du démarche, c'est quoi? Qu'est-ce qui peut nous convenir pour permettre de réussir dans ce que nous faisons? Il faut savoir que notre agriculture est une agriculture qui dépend des aléas climatiques. Je crois qu'on oublie ça. Et il faut pas oublier. Ces aléas climatiques, en inondation ou bien en sécheresse, fait que finalement on recule chaque fois. Donc la conception des programmes doit passer par la prise en compte de ce facteur-là. C'est-à-dire l'adaptation au changement climatique. Beaucoup de choses ont changé dans ce sens-là. Mais malheureusement, je crois que ça nous échappe un peu. Quand nous voulons investir, sachez que c'est un problème. Donc nous devons travailler pour permettre d'amoindrir tout ce qu'on fait. Le deuxième, c'est les filières. On a des filières stratégiques. Ici, nous devons développer les interprofessions comme outil, un instrument de gestion de ces filières. Ces interprofessions, aujourd'hui, sont en pleine expansion dans notre pays. Le chef cabinet l'a dit, il y a des interprofessions maïs, riz et tout. C'est des organisations d'acteurs qui s'organisent autour des produits. Donc, on travaille au fur et à mesure, on avance. On fait en sorte que toutes ces filières soient des filières porteuses de valeurs. Et ces valeurs doivent être partagées équitablement à l'intérieur de la filière pour qu'il n'y ait pas de perdants et de gagnants. Mais malheureusement, aujourd'hui, on ne le dit pas, mais il faut le dire aujourd'hui, il y a de gagnants. L'aval gagne sur tout par rapport à l'amont. Ce déséquilibre a fait que finalement, c'est des peines perdues. Je travaille, mais je gagne rien. Celui qui gagne tout, et là, c'est un peu l'aval. Comment faire cet arrimage-là? C'est tout l'enjeu ici. Comment faire l'arrimage pour permettre aux deux, l'amont et l'aval, de gagner? Bon, ça, cette question reste sans réponse. Le troisième point, derrière, par rapport aux investissements, il faudra retenir, et cela est très important, qu'il faut la sécurisation des investissements. Cette sécurisation, c'est quoi? Avant tout aménagement, il faut immatriculer. C'est une disposition emblématique de la loi de l'orientation agricole, à son article 81, qui impose, avant tout aménagement, d'immatriculer de façon formelle. Cela évite tous les malentendus aujourd'hui qu'on voit à travers le pays. Les gens viennent, ils investissent, après on leur enlève la terre. Et finalement, les gens n'ont pas confiance. Moi, je viens investir, vous venez prendre parce que la terre appartient à l'État, ça pose des problèmes. Donc, pour résoudre ce problème, il est demandé, en tout cas, d'exiger l'immatriculation. Ça peut être un peu long, mais il faut le faire. Pour être sûr de ce que je fais, on va pas le reprendre 2 jours après. Bon. Donc, c'est un tout petit peu ça. Ensuite, le dernier point, c'est l'anticipation. Je veux dire par anticipation,
c'est de prévoir des cas malheureux que nous connaissons à longueur de journée, le retrait des terres ou la transformation des terres agricoles en toutes sortes d'investissements qui n'ont aucune vocation des terres agricoles. On est en France ici, 10 ans, il y a l'équivalent à peu près l'équivalent d'un département qui va en fumée. Je parle sous le contrôle de Madame la maire. Et ces choses ne peuvent pas marcher tant que nous ne mettons pas en place une politique de gestion et de sécurisation des terres agricoles. Le Mali a emprunté la voie. Dans le cadre de la loi d'orientation agricole, nous avons 2 articles, le 118 et le 117, qui nous demandent d'aller à la sécurisation avec des outils alternatifs. C'est-à-dire, on ne restera pas, entre guillemets, dans le titrement. Sans titre foncier, tu n'as gagné rien. Ça ne marche pas. Or, les terres agricoles échappent à cela. Donc, nous avons mis en place des outils alternatifs, des attestations de possession foncière et des attestations de détention foncière. C'est des questions de fond. Et qui doivent s'appliquer, mais qui se gagnent dans le temps. On ne se lève pas aujourd'hui pour dire que je change l'outil de gestion A à un outil de gestion B. Travaille avec les bénéficiaires. Et cela est extrêmement important. Le deuxième point par rapport à l'anticipation consacrée à la gestion des terres, il y a l'insertion des jeunes. Nous devons aller dans une procédure de renouvellement de génération qui va donner non seulement la fougue, mais l'énergie nécessaire pour permettre d'aller loin. Mais quand on dit ça 2 fois, on prend la tête, on dit est-ce que cela est possible? Naturellement, si on ne renouvelle pas et qu'on n'introduit pas la jeunesse, ce qui va se passer, c'est un peu la déprise agricole. Par déprise agricole, c'est l'abandon des terres agricoles. Et cet abandon-là va coûter très cher parce qu'on va cesser de faire la pérennisation de l'activité. Alors là, imaginez-vous, il y a combien de perdants là-dedans. Si un pays comme le Mali est pays agricole avec 80% de la population, c'est tout un pan de génération qui sortent. Donc, nous devons imaginer pour que notre agriculture soit porteuse de valeur, soit une agriculture qui reçoit la jeunesse et une agriculture qui permet de se sécuriser. Je vous remercie.